Sur une petite île des Caraïbes vivait jadis un rat 2 fois plus gros qu'un homme. L'existence même de ce rat est en soi un cauchemar et une énigme. La clé de cette énigme repose au fond d'un piège mortel, un gouffre ténébreux qui ouvre sur les profondeurs inconnues et les secrets immémoriaux de l'île aux rats géants. Anguilla est l'un des plus minuscules joyaux de la mer des Caraïbes. C'est un modeste rocher calcaire de moins de 100 km². Son nom, qui signifie anguille en espagnol, lui vient de sa forme étroite et allongée. Mais le nom d'un autre animal aurait peut-être été plus approprié. Il y a 100 000 ans, le roi de l'île était un rat gros comme un ours. Fascinés par ce mystère de la jungle préhistorique, 3 chercheurs de fossiles ont entrepris de retrouver ce rongeur géant dénommé Amblyrhiza. Le professeur McFarlane est biologiste à l'université de Claremont en Californie. Le professeur McPhee est un spécialiste des mammifères au Muséum d'histoire naturelle de New York. Claire Fleming est son assistante. Cette expédition est l'aboutissement d'un long voyage qui amena les 2 chercheurs à suivre de très près cette étrange affaire de rongeur antédiluvien 1000 fois gros comme un rat. L'un et l'autre se demandaient comment un si gros animal avait bien pu vivre sur une si petite île et pourquoi il avait finalement disparu. Il y a un aspect très passionnel dans la paléontologie. Et ces histoires de rongeurs gros comme un ours m'ont captivé. J'ai voulu en avoir le cœur net. Dans les Caraïbes, la plupart des fossiles ont été érodés par le soleil et par la pluie, hormis ceux qui étaient à l'abri dans des grottes. Toutefois, si jamais il y a eu des fossiles dans ces recoins, la mer les a emportés. Un paysan a suggéré aux chercheurs de chercher près d'un grand arbre tropical enraciné au-dessus d'un gouffre. L'équipe a eu du mal à repérer l'arbre dans ce sous-bois touffu, mais elle y est parvenue en se fiant au vert sombre de son feuillage. Le gouffre qu'il surplombe est un piège mortel profond de 20 mètres, appelé Pitch Apple Hole. Personne n'avait idée de ce qui se trouvait au fond. Mais chacun savait que tout animal tombé là-dedans était irrémédiablement piégé. Bref, personne n'avait jamais osé s'aventurer dans les profondeurs du gouffre. McFarlane possède un avantage sur les autres. Non seulement il a une bonne connaissance théorique des gouffres, mais il en a aussi une bonne pratique sportive. Ce sera aussi dur en rappel qu'à l'échelle. Tu es sûr qu'on va trouver de l'Amblyrhiza? Oui, ça s'annonce bien. Voilà, je crois qu'on est prêt. Sans la présence parmi eux d'un spéléologue confirmé, les autres ne s'y risqueraient pas. Toute maladresse serait fatale. Si la chute ne les tuait pas, le temps s'en chargerait. J'arrive. C'est bon, ça va aller.
McFarlane ne prend aucun risque. Il double toutes les sécurités. Toutefois, l'escalade est hasardeuse, les cordes peuvent céder et les parois du gouffre peuvent s'effondrer. La descente est si pénible que personne ne projette de remonter avant l'extrême fin de la journée de travail, dans 12 heures. Les chercheurs de fossiles suivent une piste depuis longtemps délaissée. Le rat géant n'a pas été étudié depuis un demi-siècle. Le sol de Pitchapple Hall est un seul meuble. Il est facile à tamiser, mais les chercheurs n'y trouvent pas grand-chose. Oh, une minuscule incisive. Un éclat d'émail minuscule. Ce n'est qu'un morceau de dent, comme la plupart des ossements qu'il récupère. Le soleil tropical ne parvient pas jusqu'au tréfonds du gouffre, mais l'eau y ruisselle. Dans la terre détrempée, les bactéries se multiplient et les os pourrissent. La moisissure se porte bien, pas les fossiles. L'ennui avec ce dépôt, c'est qu'il est tout humide. De ce fait, on ne trouve que des ossements très délabrés. On dirait qu'il y a très peu de choses en bon état. Ce qui est sur le dessus, à la rigueur. Au départ, Pitchapple Hall était une grotte. Pendant des siècles, l'eau de ruissellement a lentement creusé le calcaire. Fatalement, le plafond a fini par s'effondrer, transformant la grotte en une fosse et en un piège. Apporte-moi un autre seau, Don. Il y a quelques os dans ce recoin, sous les éboulis. C'est une autre piste à suivre. Manifestement, ces animaux étaient là avant que le plafond ne s'effondre. Le taux d'humidité atteint 90% et la température dépasse les 35 degrés. Le gouffre est infesté de moustiques en tout genre et il empeste le guano de chauve-souris. Pitchapple Hall a probablement constitué jadis un réseau de grottes, mais après la chute de la voûte, la terre s'est accumulée au fil du temps et toutes les issues furent condamnées. La grotte est maintenant un cul-de-sac. En quelques heures, les chercheurs de fossiles rencontrent un sous-sol rocheux. Sous ces rochers, il se peut qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, les restes d'un animal piégé par ce gouffre depuis des millénaires, recouvert de terre et protégé de l'érosion depuis lors. Les rochers sont trop lourds pour être déplacés. McFarlane va essayer de les dynamiter. Par égard pour les fossiles autant que pour les chercheurs, il réduit au strict minimum la charge d'explosifs. Sous le rocher, enfin, le salaire du labeur. L'histoire des rats géants commence avec deux autres créatures. Il y a 100 ans, on prospectait ici le phosphate, en qualité d'engrais.
Il était fourni par le guano des oiseaux et des chauves-souris. Et ces excréments se trouvaient dans des grottes. En 1868, un industriel de Philadelphie, Henry Waters, reçut une livraison de phosphate en provenance d'Anguilla. La livraison incluait une marchandise inattendue, des fossiles. Henry Waters s'en alla les montrer au paléontologue Edward Drinker Cope, son voisin. Cope fut stupéfait. Les fossiles étaient des os de rat, mais un rat de 150 kilos. Avec le temps, Cope reçut une avalanche d'eau en provenance d'Anguilla. Malgré cela, il n'arriva jamais à comprendre comment un si gros animal avait pu vivre à son aise sur une si petite île, ni pourquoi un beau jour son existence avait tourné court. Reprenant le problème là où Cope l'avait abandonné, Macfarlane et McPhee passent en revue les sites d'où provenaient les fossiles. Il est facile de comprendre comment le phosphate s'est accumulé. Regardez toutes ces coulures de guano. Certaines grottes ne peuvent être atteintes qu'en bateau et d'autres seulement à la nage. Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont son kit pour un peu de sport, car la mer a depuis longtemps emporté tout vestige des animaux qui vivaient là. La probabilité de trouver des fossiles sur la terre ferme n'était guère plus grande, car le soleil et la pluie y réduisent les eaux en poussière, sauf les ossements piégés comme à Pitchapple Hole. Quelques instants après avoir dynamité la roche, les trois paléontologues trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Oh! Oh my God! Head of a femur. And a large one. En voilà un gros. This looks like it might be another piece. It's freshly rooted. Where was it? Vous voyez, on trouve vraiment des trucs. Et même Don arrive à faire la différence entre une chèvre et un amblyrysa. Sous le rocher, il y avait bien des ossements de ce rat géant nommé amblyrysa. Des dizaines de fossiles ont été trouvés, mais hélas, pas le plus important de tous. Dans le cas de l'amblyrysa, la pièce la plus importante qui nous manque, c'est le crâne. Et comme nous n'en avons que des fragments, ça n'a pas été facile de déterminer la place exacte qui revient à l'amblyrysa dans le groupe particulier des rongeurs. Voyons un peu la position qu'occupe l'amblyrysa au sein du groupe des rongeurs du Nouveau Monde. Ce groupe comprend des espèces comme le chinchilla, le cochon d'Inde et bien d'autres. D'après ce que nous enseignent les fossiles, nous pensons que la branche de l'amblyrysa est apparue très tôt, voici peut-être 30 millions d'années. L'amblyrysa ressemblait à un autre rongeur d'Amérique du Sud, le capybara. Comme lui, l'amblyrysa devait avoir une tête assez carrée, un museau plat et pas de queue. Mais l'amblyrysa était 3 fois plus gros. Jamais les chercheurs n'ont pu trouver un grand os intact. McPhee a tout de même réussi à réaliser une maquette en plâtre de ce fameux rat en se fondant sur le squelette d'une espèce voisine, aujourd'hui éteinte, et sur les fragments réunis en son temps par Drinker Cope. Ce qui frappe d'emblée dans ce squelette, c'est la taille importante du crâne. C'est facile à voir. Un peu plus difficile à voir, sans doute, est le rapport de taille et de fonction entre les membres antérieurs et postérieurs. Les membres postérieurs sont très robustes, ce qui indique que l'animal les utilisait pour supporter tout le poids de son corps. L'amblyrysa n'était pas seulement lourd, mais lent. Pour se permettre d'avoir un arrière-train aussi pesant et des membres supérieurs aussi petits, il est certain qu'il n'était pas inquiété par le moindre prédateur, sans quoi la nature l'aurait bien vite mis au pas, comme elle l'a fait avec ses agiles petits cousins. Les fossiles nous donnent encore d'autres indications. Il est probable que l'animal passait le plus clair de son temps dans des postures qui faisaient reposer tout le poids du corps sur la partie inférieure du squelette.
Les membres supérieurs ne supportaient pas ce poids, mais se consacraient plutôt à attirer branchages et plantes diverses vers la bouche de l'animal. Jadis, dans les jardins d'Anguilla, l'Amblyrhiza était sans doute le seul à festoyer, car les paléontologues n'ont trouvé trace d'aucun autre grand mammifère susceptible de lui avoir tenu compagnie. Rien ne pouvait empêcher la croissance de l'Amblyrhiza, sinon la topographie des lieux. Une île de 90 km² ne peut pas durablement subvenir aux besoins d'une race de rats de 200 kg. Il devait y avoir autre chose entre ces rats et cette île. Les habitants d'Anguilla cultivent la mer plus volontiers que la terre. Le peu qui pousse sur cette île des Caraïbes ne saurait nourrir de grands herbivores. Mais 200 000 ans plus tôt, Anguilla ressemblait à Saint-Martin, l'île voisine. Sur un tel paradis terrestre, les rats géants prospéraient. Anguilla n'était pas seulement plus verte, elle était aussi plus grande, 12 fois sa superficie actuelle. Nous étions à l'ère glaciaire. Le niveau des mers avait baissé. Anguilla, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne formaient qu'une seule et même île, Anguilla la Grande. Ce qui me motive, c'est d'essayer de comprendre tout d'abord pourquoi l'Amblyrhiza est allée sur ces îles. Il y a deux théories et un partisan pour chacune. Ross soutient que le rat a remonté à pied sec une langue de terre qui fut ultérieurement submergée quand le niveau des mers s'est élevé. Don affirme que le rat a dérivé sur un radeau naturel. Apparemment, Don n'a pas de difficulté à imaginer des femelles pleines s'agrippant à du bois mort, flottant vers le large comme ça sur des milliers de kilomètres sous un soleil de plomb et puis débarquant sur une plage. De là, il file comme des flèches pour mener séance tenante la plus heureuse des existences. Évidemment, j'ai un peu de mal à gober ça. Ross considère que le voyage en radeau est un événement assez improbable. Il n'y a pas de doute. Mais avec suffisamment de temps, même les choses les plus improbables finissent par se produire. Ross préfère l'explication géologique selon laquelle il aurait existé une forme ou une autre de gué le long duquel les animaux auraient trottiné pour quitter leurs amis sud-américains. Et je pense que c'est une recherche qui incombe plus aux géologues qu'aux paléontologues, mais qu'un jour l'existence d'un gué entre les îles et l'Amérique du Sud sera effectivement établie. Alors on pourra oublier cette affaire de radeau. Ce sera un fait historique. Radeau naturel ou pont naturel, quoi qu'il en soit, le rat est arrivé sur l'île. Là, il a prospéré, jusqu'au jour où il accoucha d'une seconde énigme en disparaissant. Retour à Pitchapel Hall, où les indices se multiplient. Il y a plein de fragments ici. Tiens, une griffe. Elle est grande par rapport à la taille de l'animal. Et son épaisseur indique qu'il l'utilisait sans doute beaucoup pour creuser. Ce qui n'est pas étonnant de la part d'un animal qui se nourrit de tout ce qui pousse. Quand deux personnes se concentrent sur un problème bien précis, elles apportent deux éclairages différents. Et c'est la confrontation de ces points de vue qui permet d'avancer. C'est pour ça que McFarlane et moi sommes là, pour accomplir en équipe un travail qui serait impossible chacun dans son coin. En étudiant les os de près, ils s'aperçoivent que tous les fossiles ont à peu près le même âge, 125 000 ans. Mais leur taille diffère grandement. Une incisive, en partie intacte. C'est un des plus gros Amblyrhiza. Les autres sont souvent beaucoup plus petits. On peut la comparer à cette mâchoire qu'on a trouvée auparavant. Les tailles correspondent. Bien sûr, la mâchoire est un peu trop petite. Et c'est ce qui est étonnant avec les Amblyrhiza. On trouve de grandes différences de taille entre les individus. On a trouvé des dents qui font la moitié de ça. Des tailles de dents inégales impliquent des tailles de rats, elles aussi inégales. L'Amblyrhiza le plus gros était à peu près comme un ours, le plus petit comme un loup.
Voici un palais d'Amblyrhiza. Le maxillaire supérieur, et dans chacun de ces orifices se logeait une dent. Voici une dent trouvée séparément. Il est intéressant de noter que cette dent est manifestement trop grande pour cet animal, bien que les deux aient été retrouvées dans le même gouffre et presque au même emplacement. Une fois encore, c'est le signe d'importantes différences de taille dans les populations d'Amblyrhiza. L'existence de telles différences sur une aussi courte période est plus qu'un caprice de la nature. À l'évidence, le rat sans prédateur tentait ainsi de s'adapter à une autre menace. N'ayant aucune échappatoire, l'Amblyrhiza s'est laissé piéger dans le gouffre, où il a usé ses griffes à tenter de remonter au grand jour. Après une journée entière passée à fouiller la poussière de Pitchapple Hall, les chercheurs de fossiles sont confrontés à la même difficulté que toutes les créatures qui les ont précédés dans ce piège, en ressortir. Descendre dans ce puits de 20 mètres fut assez malcommode, mais remonter est franchement épuisant. Pour Ross, la fin de la journée marque aussi le début des soucis. En levant les yeux du fond de Pitchapple et en nous voyant à 20 mètres sous la surface, je me suis surtout préoccupé de savoir comment, après nous être aventurés là-dessous et après avoir trouvé un certain nombre de fossiles, comment j'allais remonter le tout au bercail, corps et bien. Après avoir creusé 12 heures durant, il leur faut s'échiner à escalader le gouffre. Par moments, c'est trop dur. Yep. How you doing? You going back down? You going down? I just seen two. Là, je crois que j'ai les chocottes. Okay. You wanna reverse? Afraid I'm gonna have to. No problem. Ross s'en tirera à la deuxième tentative. Claire opte pour le treuil. Comment ça se passe? Caves are the only parts of the Earth. Les gouffres sont les seuls endroits de la Terre qui restent massivement inexplorés et qui soient accessibles pour un budget raisonnable. C'est une réelle satisfaction de pouvoir explorer un gouffre dans lequel personne ne s'est encore aventuré. Plein de gens nous avaient dit qu'on n'y trouverait pas d'Amblyrhiza. Alors je crois que notre première réaction, quand on a commencé à déterrer ce qu'on espérait, a été une sorte de pied de nez à ces gens-là. Pour le rat géant, roi d'Anguilla, l'île n'a finalement été qu'un piège. Il y a 125 000 ans, l'ère glaciaire a pris fin et le niveau des mers est remonté de 6 mètres. Le rat tenta de s'adapter en diminuant de taille, mais l'île rétrécissait plus vite que lui. Dans la course entre l'évolution et le climat, le perdant, ce fut le rat géant. Le niveau des mers continue à monter. Au siècle prochain, le réchauffement de la planète, accéléré par les pollutions humaines, pourrait bien ne pas se contenter de submerger les rats d'Anguilla. Mais à la différence de l'Amblyrhiza, les humains peuvent se protéger intelligemment s'ils le veulent, au lieu de périr comme des rats sur un bateau qui sombre.
seul à festoyer. Car les paléontologues n'ont trouvé trace d'aucun autre grand mammifère susceptible de lui avoir tenu compagnie. Rien ne pouvait empêcher la croissance de l'Amblyrhiza, sinon la topographie des lieux. Une île de 90 km² ne peut pas durablement subvenir aux besoins d'une race de rats de 200 kg. Il devait y avoir autre chose entre ces rats et cette île. Les habitants d'Anguilla cultivent la mer plus volontiers que la terre. Le peu qui pousse sur cette île des Caraïbes ne saurait nourrir de grands herbivores. Mais 200 000 ans plus tôt, Anguilla ressemblait à Saint-Martin, l'île voisine. Sur un tel paradis terrestre, les rats géants prospéraient. Anguilla n'était pas seulement plus verte, elle était aussi plus grande, 12 fois sa superficie actuelle. Nous étions à l'ère glaciaire. Le niveau des mers avait baissé. Anguilla, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne formaient qu'une seule et même île, Anguilla la Grande. Ce qui me motive, c'est d'essayer de comprendre tout d'abord pourquoi l'Amblyrhiza est allée sur ces îles. Il y a deux théories et un partisan pour chacune. Ross soutient que le rat a remonté à pied sec une langue de terre qui fut ultérieurement submergée quand le niveau des mers s'est élevé. Don affirme que le rat a dérivé sur un radeau naturel. Apparemment, Don n'a pas de difficulté à imaginer des femelles pleines s'agrippant à du bois mort, flottant vers le large comme ça sur des milliers de kilomètres sous un soleil de plomb et puis débarquant sur une plage. De là, ils filent comme des flèches pour mener séance tenante la plus heureuse des existences. Évidemment, j'ai un peu de mal à gober ça. Ross considère que le voyage en radeau est un événement assez improbable. Il n'y a pas de doute. Mais avec suffisamment de temps, même les choses les plus improbables finissent par se produire. Ross préfère l'explication géologique selon laquelle il aurait existé une forme ou une autre de gué le long duquel les animaux auraient trottiné pour quitter leurs amis sud-américains. Et je pense que c'est une recherche qui incombe plus aux géologues qu'aux paléontologues, mais qu'un jour l'existence d'un gué entre les îles et l'Amérique du Sud sera effectivement établie. Alors on pourra oublier cette affaire de radeau. Ce sera un fait historique. Radeau naturel ou pont naturel, quoi qu'il en soit, le rat est arrivé sur l'île. Là, il a prospéré, jusqu'au jour où il accoucha d'une seconde énigme en disparaissant. Retour à Pitchapple Hall où les indices se multiplient. Un loup. Voici un palais d'Amblyrhiza. Le maxillaire supérieur, et dans chacun de ces orifices se logeait une dent. Voici une dent trouvée séparément. Il est intéressant de noter que cette dent est manifestement trop grande pour cet animal, bien que les deux aient été retrouvés dans le même gouffre et presque au même emplacement. Une fois encore, c'est le signe d'importantes différences de taille dans les populations d'Amblyrhiza. L'existence de telles différences sur une aussi courte période est plus qu'un caprice de la nature. À l'évidence, le rat sans prédateur tentait ainsi de s'adapter à une autre menace. N'ayant aucune échappatoire, l'Amblyrhiza s'est laissé piéger dans le gouffre, où il a usé ses griffes à tenter de remonter au grand jour. Après une journée entière passée à fouiller la poussière de Pitchapple Hall, les chercheurs de fossiles sont confrontés à la même difficulté que toutes les créatures qui les ont précédés dans ce piège, en ressortir. Descendre dans ce puits de 20 mètres fut assez malcommode, mais remonter est franchement épuisant. Pour Ross, la fin de la journée marque aussi le début des soucis.
En levant les yeux du fond de Pitchapel et en nous voyant à 20 mètres sous la surface, je me suis surtout préoccupé de savoir comment, après nous être aventurés là-dessous et après avoir trouvé un certain nombre de fossiles, comment j'allais remonter le tout au bercail, corps et bien. Après avoir creusé 12 heures durant, il leur faut s'échiner à escalader le gouffre. Par moments, c'est trop dur. Noah, Yep. How you doing? you going back down? You going down? I just seem to. Là, je crois que j'ai les chocottes. Okay. You wanna reverse? I'm really gonna have to. No problem. Ross s'en tirera à la deuxième tentative. Claire opte pour le treuil. Okay, how you Comment doing? ça se passe? L'Amblyrisa n'était pas seulement lourd, mais lent. Pour se permettre d'avoir un arrière-train aussi pesant et des membres supérieurs aussi petits, il est certain qu'il n'était pas inquiété par le moindre prédateur, sans quoi la nature l'aurait bien vite mis au pas, comme elle l'a fait avec ses agiles petits cousins. Les fossiles nous donnent encore d'autres indications. The animal probably spent. Il est probable que l'animal passait le plus clair de son temps dans des postures qui faisaient reposer tout le poids du corps sur la partie inférieure du squelette. Lower skeleton, and that the Les membres supérieurs ne supportaient pas ce poids, mais se consacraient plutôt à attirer branchages et plantes diverses vers la bouche de l'animal. animal could feed. Jadis, dans les jardins d'Anguilla, l'Amblyrisa était sans doute le seul à festoyer, car les paléontologues n'ont trouvé trace d'aucun autre grand mammifère susceptible de lui avoir tenu compagnie. Rien ne pouvait empêcher la croissance de l'Amblyrisa, sinon la topographie des lieux. Une île de 90 km² ne peut pas durablement subvenir aux besoins d'une race de rats de 200 kg. Il devait y avoir autre chose entre ces rats et cette île. Les habitants d'Anguilla cultivent la mer plus volontiers que la terre. Le peu qui pousse sur cette île des Caraïbes ne saurait nourrir de grands herbivores. Mais 200 000 ans plus tôt, Anguilla ressemblait à Saint-Martin, l'île voisine. Sur un tel paradis terrestre, les rats géants prospéraient. Anguilla n'était pas seulement plus verte, elle était aussi plus grande, 12 fois sa superficie actuelle. Nous étions à l'ère glaciaire. Le niveau des mers avait baissé. Anguilla, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne formaient qu'une seule et même île, Anguilla la Grande. Ce qui me motive, c'est d'essayer de comprendre tout d'abord pourquoi l'Amblyrisa est allée sur ces îles. Il y a deux théories et un partisan pour chacune. Ross soutient que le rat a remonté à pied sec une langue de terre qui fut ultérieurement submergée quand le niveau des mers s'est élevé. Don affirme que le rat a dérivé sur un radeau naturel. Apparemment, Don n'a pas de difficulté à imaginer des femelles pleines s'agrippant à du bois mort, flottant vers le large comme ça sur des milliers de kilomètres sous un soleil de plomb et puis débarquant sur une plage. De là, il file comme des flèches pour mener séance tenante la plus heureuse des existences. Évidemment, j'ai un peu de mal à gober ça. Ross considère que le voyage en radeau est un événement assez improbable. Il n'y a pas de doute. Mais avec suffisamment de temps, même les choses les plus improbables finissent par... Était une grotte. Pendant des siècles, l'eau de ruissellement a lentement creusé le calcaire. Fatalement, le plafond a fini par s'effondrer, transformant la grotte en une fosse et en un piège. Apporte-moi un autre seau, Don. Il y a quelques eaux dans ce recoin, sous les éboulis. Deeper than the other stuff. C'est une autre piste à suivre. Manifestement, ces animaux étaient là avant que le plafond ne s'effondre. Le taux d'humidité atteint 90% et la température dépasse les 35 degrés. Le gouffre est infesté de moustiques en tout genre et il empeste le guano de chauve-souris.
Pitchapple Hall a probablement constitué jadis un réseau de grottes, mais après la chute de la voûte, la terre s'est accumulée au fil du temps et toutes les issues furent condamnées. La grotte est maintenant un cul-de-sac. En quelques heures, les chercheurs de fossiles rencontrent un sous-sol rocheux. Sous ces rochers, il se peut qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, les restes d'un animal piégé par ce gouffre depuis des millénaires, recouvert de terre et protégé de l'érosion depuis lors. Les rochers sont trop lourds pour être déplacés. McFarlane va essayer de les dynamiter. Par égard pour les fossiles autant que pour les chercheurs, il réduit au strict minimum la charge d'explosifs. Sous le rocher, enfin, le salaire du labeur. L'histoire des rats géants commence avec deux autres créatures. Il y a 100 ans, on prospectait ici le phosphate, en qualité d'engrais. Il était fourni par le guano des oiseaux et des chauves-souris. Et ces excréments se trouvaient dans des grottes. Fut assez malcommode, mais remonter est franchement épuisant. Pour Ross, la fin de la journée marque aussi le début des soucis. En levant les yeux du fond de Pitchapple et en nous voyant à 20 mètres sous la surface, je me suis surtout préoccupé de savoir comment, après nous être aventurés là-dessous et après avoir trouvé un certain nombre de fossiles, comment j'allais remonter le tout au bercail, corps et bien. Après avoir creusé 12 heures durant, il leur faut s'échiner à escalader le gouffre. Par moments, c'est trop dur. Yep. How you doing? You going back down? You going down? I just seen two. Là, je crois que j'ai les chocottes. Okay. You wanna reverse? Afraid I'm gonna have to. No problem. Ross s'en tirera à la deuxième tentative. Claire opte pour le treuil. Okay, how you Comment doing? ça se passe? Caves are the only parts of the Earth. Les gouffres sont les seuls endroits de la Terre qui restent massivement inexplorés et qui soient accessibles pour un budget raisonnable. C'est une réelle satisfaction de pouvoir explorer un gouffre dans lequel personne ne s'est encore aventuré. Plein de gens nous avaient dit qu'on n'y trouverait pas d'Amblyrhiza. Alors je crois que notre première réaction, quand on a commencé à déterrer ce qu'on espérait, a été une sorte de pied de nez à ces gens-là. Pour le rat géant, roi d'Anguilla, l'île n'a finalement été qu'un piège. Il y a 125 000 ans, l'ère glaciaire a pris fin et le niveau des mers est remonté de 6 mètres. Le rat tenta de s'adapter en diminuant de taille, mais l'île rétrécissait plus vite que lui. Dans la course entre l'évolution et le climat, le perdant, ce fut le rat géant.
le niveau des mers continue à monter. Au siècle là, la probabilité de trouver des fossiles sur la terre ferme n'était guère plus grande, car le soleil et la pluie y réduisent les eaux en poussière, sauf les ossements piégés comme à Pitchapple Hall. Quelques instants après avoir dynamité la roche, les trois paléontologues trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Oh! Oh my God! Head of a femur. And a large one. En voilà un gros. This looks like it might be another piece. It's freshly risen. Where was it? Vous voyez, on trouve vraiment des trucs. Et même Don arrive à faire la différence entre une chèvre et un amblyrysa. Sous le rocher, il y avait bien des ossements de ce rat géant nommé amblyrysa. Des dizaines de fossiles ont été trouvés, mais hélas, pas le plus important de tous. Dans le cas de l'amblyrysa, la pièce la plus importante qui nous manque, c'est le crâne. Et comme nous n'en avons que des fragments, ça n'a pas été facile de déterminer la place exacte qui revient à l'amblyrysa dans le groupe particulier des rongeurs. Voyons un peu la position qu'occupe l'amblyrysa au sein du groupe des rongeurs du Nouveau Monde. Ce groupe comprend des espèces comme le chinchilla, le cochon d'Inde et bien d'autres. D'après ce que nous enseignent les fossiles, nous pensons que la branche de l'amblyrysa est apparue très tôt, voici peut-être 30 millions d'années. L'amblyrysa ressemblait à un autre rongeur d'Amérique du Sud, le capybara. Comme lui, l'amblyrysa devait avoir une tête assez carrée, un museau plat et pas de queue. Mais l'amblyrysa était 3 fois plus gros. Jamais les chercheurs n'ont pu trouver un grand os intact. McPhee a tout de même réussi à réaliser une maquette en plâtre de ce fameux rat en se fondant sur le squelette d'une espèce voisine, aujourd'hui éteinte, et sur les fragments réunis en son temps par Drinker Cope. Ce qui frappe d'emblée dans ce squelette, c'est la taille importante du crâne. C'est facile à voir. Un peu plus difficile à voir, sans doute, est le rapport de taille et de fonction entre les membres antérieurs et postérieurs. Les membres postérieurs sont très robustes, ce qui indique que l'animal les utilisait pour supporter tout le poids de son corps. L'amblyrysa n'était pas seulement lourd, mais lent. Pour se permettre d'avoir un arrière-train aussi pesant et des membres supérieurs aussi petits, il est certain qu'il n'était pas inquiété par le